Lobby. Qu'est-ce qu'un lobby? Un lobby fait référence à un groupe dont le but est d'influencer les décisions d'une institution en faveur des intérêts de ce groupe. Le nom lobby vient des halls des parlements, que les anglophones appellent lobby, lobbies au pluriel. C'est dans ces lobbies que les membres du Parlement prennent leur pause entre les débats et concluent des accords entre eux. C'est à ce moment-là que les représentants des divers groupes d'intérêt viennent aborder les politiciens, pour les convaincre d'aller dans leur sens. Tout groupe organisé dans le but d'influencer les décideurs politiques peut être qualifié de lobby. Un individu seul n'est pas un lobby, mais un milliardaire aura largement les moyens de faire du lobbyisme pour défendre ses intérêts. En théorie, un lobby représente les intérêts d'une communauté. Dans les faits, un lobby prétend représenter les intérêts d'une catégorie. Une catégorie est un ensemble d'individus ou de choses qui partagent une caractéristique commune. Comme le fait d'avoir les cheveux roux, posséder une voiture, s'appeler François, jouer au tennis. Ça peut être tout et n'importe quoi, du moment que c'est une caractéristique partagée. Une communauté va être une catégorie d'individus partageant un lien social. Les gens qui jouent au tennis ne sont pas une communauté, mais les membres du tennis club du village sont une communauté. Il existe au moins un lien social minimum entre eux, celui d'être membre d'une institution. C'est pourquoi les abonnés du téléphone sont seulement une catégorie, mais les abonnés de Arnaque Télécom, par exemple, sont une communauté, même si le lien social, l'abonnement à une institution, est faible. Prenons le cas des lobbies de l'armement aux États-Unis, ce qu'Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel. Lockheed Martin. Lockheed Martin est l'entreprise qui a développé entre autres les F-16, qui fut un succès, et les F-35 qui sont loin d'être un succès. Lockheed Martin a évidemment fait du lobbying pour que le gouvernement américain achète ses avions, au détriment de ses concurrents. Quelle communauté le lobby de Lockheed Martin prétend représenter? Les propriétaires de Lockheed Martin. Quelle catégorie représente le lobby de Lockheed Martin? Les propriétaires de Lockheed Martin. La catégorie concorde parfaitement à la communauté. Maintenant, est-ce que ce lobby défend vraiment les intérêts de la communauté en question? Oui, puisque les activités de lobbying ont permis de décrocher des contrats, au bénéfice des propriétaires de Lockheed Martin. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est bon pour l'État américain. Les problèmes avec les F-35 en sont la preuve. Prenons un autre lobby, la NRA, National Rifle Association, le lobby des propriétaires d'armes à feu. Quelle catégorie prétend défendre la NRA? Les propriétaires d'armes à feu. Quelle communauté défend la NRA? Les membres de la NRA. La communauté et la catégorie ne concordent pas. La NRA ne défend qu'en théorie les intérêts des membres de la NRA. Maintenant, est-ce qu'elle défend réellement les intérêts de ses membres? Un sondage de 2012 a révélé que 80% à 90% des propriétaires d'armes, y compris les adhérents de la NRA, étaient favorables à certaines mesures de restriction sur les droits d'acquisition et de port d'armes à feu. La NRA a fait du lobbying pour s'opposer à toutes ces mesures. Donc la NRA ne représente pas vraiment ses adhérents, mais l'industrie des armes à feu. Ce lobby n'est pas représentatif et ne défend même pas les intérêts des gens qu'il peut légitimement représenter. Le communautarisme, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui est souvent employé dans le discours politique et médiatique. Et comme tous les termes qui sont employés dans le discours politico-médiatique, il a tendance à perdre son sens. C'est pour ça que dans cette vidéo, le communautarisme désignera le processus et la volonté de transformer une catégorie en communauté, avec l'effet particulier de diminuer les liens sociaux extérieurs à la catégorie au fur et à mesure que la catégorie crée des liens sociaux entre elles, pour devenir une communauté de plus en plus fermée. Donc un lobby communautariste est un lobby dont les actions ont pour effet de communautariser une catégorie. Les lobbies communautaristes ont aussi la particularité de se baser sur une prétention de représentativité et de jouer sur l'illusion d'un attrait électoral, direct ou indirect. Donc pas nécessairement un apport de voix aux élections, mais la contribution à créer une image positive. Par exemple, un politicien qui va donner son soutien à diverses revendications d'associations homosexuelles, qui électoralement ne pèsent pas lourd, mais qui offrira un gain de sympathie auprès de l'électorat favorable à ce genre de revendications. Un lobby économique ne fonctionne évidemment pas comme ça. Un lobby économique va offrir des contreparties matérielles en échange d'influence, soit par des financements de campagnes électorales, soit par des investissements dans les circonscriptions. Les représentants des lobbies communautaristes ont aussi la particularité de tenir un discours conflictuel de nous catégorie face à eux, la majorité. Le communautarisme, on peut en faire avec n'importe quelle catégorie, mais toutes n'ont pas la même pertinence. L'association de défense des rouquins, malheureusement, ne rencontre pas un très grand succès, et n'a pas la force de se constituer en lobby. Dans cette vidéo, j'exclus les ligues de vertu, les associations comme la LICRA ou SOS Racisme. Bien qu'étant des organisations soutenant les revendications communautaristes, elles n'ont pas de prétention officielle d'être représentatives d'une catégorie. Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, dont l'acronyme devrait être CRIFS et non pas CRIF. Mais l'acronyme est un héritage de l'ancien nom, qui était Conseil représentatif des Israélites de France. Le CRIF est une fêtière, donc une association d'associations.
Légitimement, le CRIF représente les comités des associations membres, et indirectement les membres de ces associations, ce qui représente moins de 100 000 personnes, à peu près un quart de la catégorie que le CRIF prétend représenter, les personnes de confession juive. L'influence politique du CRIF et sa facilité d'accès aux décideurs politiques est connue. Parce que si vous voulez, les gens étaient vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi je me rappelle de Kuckerman disant alors tel jour vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si. Non. Donc est-ce que vous allez un peu changer vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, vous exagérez un tout petit peu, non? Alors ce soir, au dîner du CRIF, il y aura Nicolas Sarkozy, il y aura François Hollande. En cette année de présidentielle, c'est un passage obligé? C'est un passage obligé pour ceux qui pensent qu'ils ont la possibilité d'accéder au pouvoir ou d'être réélus, encore que Nicolas Sarkozy n'est pas encore candidat. Ça pose aussi la question de savoir est-ce que le CRIF ne donne pas là une tribune à un potentiel candidat. On le dit, il y a beaucoup de fantasmes autour de ce dîner annuel du CRIF. Il faut dire qu'il y a beaucoup de beau monde. Il y a des élus de droite, de gauche, des ambassadeurs, des dignitaires religieux, des représentants du monde artistique. Est-ce que le CRIF a une influence sur la politique intérieure française? Le CRIF a une influence sur la politique intérieure française. C'est-à-dire que c'est un lieu qui concentre des enjeux qui concernent spécifiquement la communauté juive. Dans les années 90, il était question là-bas de la spoliation des Juifs de France, des différentes missions mémorielles et historiques, de politiques publiques qui étaient menées sur ces questions-là. Et en même temps, c'est un lieu qui maintenant concentre des enjeux internationaux, des enjeux identitaires qui sont très vastes et qui dépassent largement la communauté juive. L'hymne national d'Israël chanté par des députés de la République, l'image est assez rare. De droite comme de gauche, des parlementaires. Vous avez pu le voir, de nombreuses personnalités, des membres du gouvernement, de l'opposition, François Hollande, à notre Picot, Dominique de Villepin, Corinne Lepage, ils sont tous venus ce soir. Rendez-vous incontournable pour la vie politique française. Un lobby peut techniquement représenter une catégorie, sans pour autant avoir l'adhésion formelle de l'ensemble de la catégorie. Mais le CRIF a également dans ses missions affirmé notre solidarité avec l'État d'Israël, solidarité inconditionnelle même. Autrement dit, le CRIF représente les intérêts d'un État étranger, ce qui n'est pas unique dans le genre. Toute une liste de pays font du lobbying aux USA pour leurs intérêts. Sauf que représenter les intérêts d'un État étranger et représenter une catégorie d'habitants en France n'est pas sans contradiction. Quand bien même les Juifs de France ont un lien culturel et religieux avec Israël, ils ne partagent pas pour autant la politique de son gouvernement. C'est pourquoi, en 2009, l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, mouvement né dans la Résistance et cofondateur du CRIF, décide de se retirer de l'organisation, l'accusant dans une lettre ouverte d'être une organisation partisane et non représentative. En 2005, Alain Finkielkraut a déclaré dans le journal L'Arche « Le pavillon d'Armenonville est une merveilleuse salle de bar mitzvah ». Voir cet endroit transformé annuellement en une espèce de tribunal dînatoire où les membres du gouvernement français comparaissent devant un procureur communautaire, cela me met très mal à l'aise. En 2013, un autre intellectuel, Élie Harrier, avait publié dans Marianne un article intitulé « Le CRIF, un danger communautariste ». Donc la représentativité et par conséquent la légitimité du CRIF est remise en question par les membres de la catégorie même qu'elle prétend représenter. Le CRIF a également pour mission de lutter contre l'antisémitisme. Mais la manière dont le CRIF lutte contre l'antisémitisme est critiquée par d'autres juifs. L'Union juive française pour la paix a publié un communiqué pour se plaindre des méthodes et de la tendance du CRIF à amalgamer antisionisme et antisémitisme. Maintenant que pèsent des gens comme Élie Harrier, Alain Finkielkraut et quelques associations contestataires. La question n'est pas là, ces individus ne prétendent pas parler au nom de tous les juifs, au contraire du CRIF, alors que ce caractère représentatif est questionnable. Un autre problème est que la classe politique et médiatique considère le CRIF comme le représentant officiel de la communauté juive. Donc, quand le CRIF se félicite d'avoir fait pression sur la direction de l'école normale supérieure pour avoir annulé une conférence de Stéphane Hessel sur la Palestine, non seulement le CRIF apparaît bien comme un lobby, mais son image s'en retrouve ternie, ternissant au passage l'image des Juifs puisque l'organisation est perçue comme représentative de cette catégorie. Les succès du CRIF ont entraîné toutes sortes de groupes voulant faire de même, comme le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, dont le dîner ne rencontre pas le succès de celui du CRIF, mais on fait avec ce qu'on peut. Richard Prasquier, président du CRIF en 2011, s'y est rendu pour leur donner quelques conseils sans doute. Le CRAN prétend regrouper 120 associations et compter 1200 membres, ce qui fait 10 membres par association. Niveau représentativité, on a vu mieux. Le CRIF, c'est 20 à 25% de la catégorie. Là, on est au-dessous de 1%. Le CRAN prend évidemment position en faveur de toutes sortes de revendications communautaristes, comme la création de statistiques de la diversité, ce qui est un euphémisme pour des statistiques raciales qui sont illégales en France. Pourquoi ? Pour faire comme aux États-Unis, mener des politiques identitaires raciales, ce que les Américains appellent « identity politics », de lutter contre les contrôles aux faciès avec un sosie de Barack Obama,
De demander des réparations pour l'esclavage? Le Cran mène aussi une croisade contre les confiseurs pour le retrait des friandises du nom de tête de nègre. Pour les musulmans, c'est principalement des associations locales qui vont se charger des revendications communautaristes. Au niveau national, il existe le Conseil français du culte musulman, qui a été fondé en 2003 par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, comme un moyen pour l'État d'avoir un certain contrôle sur le culte musulman. Le CFCM est également la fêtière de différentes associations et fédérations religieuses. Le CFCM ne prétend pas représenter les musulmans, mais le culte musulman. Dans la réalité, la différence est floue. L'affiliation des différents lieux de culte musulmans au CFCM se fait sur une base volontaire. Donc tous les lieux de culte musulmans ne sont pas nécessairement représentés. Dans un article de Libération daté du 8 février 2015, l'absence de représentativité du CFCM y est dénoncée, soulignant la barrière générationnelle, le poids des pays d'origine et le décalage avec les réalités du terrain. Les féministes. Les féministes aiment parler au nom des femmes. Les femmes, les femmes, pro-femmes de les femmes, pour les femmes, que les femmes. Mais aucune d'entre elles n'a été élue par les femmes pour les représenter. Les féministes représentent soit elles-mêmes, soit une association. Il n'y a pas de grosse association féministe qui agirait comme un lobby, mais plusieurs actions individuelles ou collectives de lobbyisme. D'après un sondage de Harris Interactive de 2014, seulement 58% des femmes se déclarent féministes. Donc l'adhésion idéologique de principe à leur discours n'est pas unanime. Et dans les 58% qui se déclarent féministes, toutes ne sont pas forcément d'accord avec les revendications. En 2016, l'Assemblée nationale adopte une loi pénalisant les rapports sexuels tarifés, sous la pression des féministes. Ce qui est une manière détournée d'interdire la prostitution, et donc de pousser les femmes qui pratiquent cet honorable métier vers la clandestinité. La réalité, c'est qu'on est autonome. Vous voulez tous, parce que moi, le problème avec les journalistes, c'est qu'ils veulent tous qu'on soit violés. Je n'ai jamais été violée, mon père ne m'a pas violée, mon oncle non plus. J'ai choisi ce travail et j'y gagne ma vie convenablement. Cette action ne défend pas l'intérêt des femmes. Au contraire, il va à l'encontre des intérêts des hommes et des femmes qui pratiquent le métier de prostituée. Même chose avec la soi-disant lutte contre le harcèlement, qui s'est vu être opposée par un collectif de 100 femmes issues de la société civile, dont Catherine Millet, Ingrid Craven et Catherine Deneuve, les accusant d'être des puritaines et de s'opposer à la liberté sexuelle, qui était un combat féministe. Si on regarde les milieux socio-économiques duquel sont issus les féministes, ayant un relais dans les médias, toutes sont des femmes issues de la petite et moyenne bourgeoisie, ce qui fait que leurs revendications ont un biais de classe. Ces féministes ne peuvent évidemment pas représenter les intérêts à la fois des femmes des classes populaires, des antillaises ou des musulmanes. Les LGBT. Parler de communauté pour quelque chose qui représente déjà en théorie 4 catégories, sans compter les divers ajouts de lettres qui sont souvent liés aux 4 premières, pose déjà un problème de cohérence, en plus de poser un problème de représentativité. Si on sépare les hommes et les femmes homosexuels en 2 catégories, pourquoi on ne le fait pas pour les bisexuels et les transsexuels? Comme pour les féministes, il n'y a pas à proprement parler de lobby, mais une multitude d'associations qui vont faire du lobbying. Ces associations ne représentent pas formellement les homosexuels, mais les membres des associations. Si on regarde le statut de quelques-unes de ces associations, il est souvent écrit qu'elles ont pour but de promouvoir les droits des LGBT, ce qui est une activité de lobbyisme, et de développer des identités gays, queer, bears, peu importe, autrement dit de développer du communautarisme. Dans la liste des revendications, la GPA apparaît souvent, la gestation pour autrui, autrement dit l'utilisation du ventre des femmes. Dans ces revendications, il n'est jamais opposé à ce que cette utilisation soit faite dans le cadre d'un rapport marchand. Je ne suis pas certain que ce soit une pratique très pro-féministe, et ce n'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on n'a pas de problème éthique avec cette pratique. Or, ces associations agissent comme si elles étaient représentatives et leurs revendications acceptées par tous. Les associations communautaristes ont aussi la particularité de marginaliser et de mépriser les oppositions venues des membres de la catégorie qu'ils prétendent représenter. En clair, d'être des traîtres à la cause. Les juifs et les musulmans sont à l'écart de ça, pour des raisons différentes. Mais pour le reste, rien n'est plus vrai. Un article du 15 juillet 2014 sur le site Mademoiselle, parlant des femmes contre le féminisme, fait une excellente synthèse. La réaction est une mixture de maternalisme, de mépris, de condescendance et d'inversion accusatoire, d'être dans le déni de réalité. Les Noirs qui s'opposent à leurs associations communautaristes sont accusés d'être des oncles Tom, des nègres de maison et ce genre de choses. Les homosexuels critiquent sur le milieu, autrement dit la partie communautarisée des catégories sexuelles, sont appelés des honteuses, souffrant d'homophobie internalisée. Il en va de même pour les trans. La youtubeuse trans américaine Blair White, qui fait des vidéos très critiques sur les revendications trans et les dérives communautaristes, est accusée d'avoir internalisé sa transphobie. So accusations of self-hatred from SJWs are honestly pretty common. The part that I don't get is if I really hated myself and I hated the fact that I'm trans, would I really be able to make videos to thousands of people and talk about the fact that I'm trans? I don't really think so. Ne pas soutenir les partis politiques favorables à ses propres revendications communautaristes est perçu comme un acte de trahison, un déni de l'histoire qu'aurait subi la catégorie en question.
Il ne vient évidemment pas à l'idée, pour la partie communautarisée de la catégorie, que les questions sociales et économiques priment sur des questions d'identité communautaire. Pourquoi ? Parce que les militants des associations communautaristes viennent principalement de milieux aisés, où les questions sociales et économiques sont secondaires par rapport aux questions sociétales et communautaires. En conclusion, les lobbies communautaristes ne représentent pas les catégories qu'ils prétendent représenter. Pour des raisons formelles, l'adhésion aux structures associatives est minoritaire, et pour des raisons idéologiques, les revendications et les méthodes sont contestées par les membres de la catégorie qu'ils prétendent représenter. Le fait que la classe politique et médiatique continue de considérer ces lobbies comme des interlocuteurs légitimes leur donne une influence disproportionnée par rapport aux intérêts qu'ils représentent réellement.